Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être joints à nous pour cette journée. J'imagine que vous êtes déjà super occupés de votre côté, donc merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce webinaire, en fait, il a déjà été présenté en anglais par nos collègues Carlotta Dotto et Victoria Kwan, qu'on remercie pour le contenu de ce webinaire que nous avons adapté au contexte francophone avec ma collègue Bethane ici présente. C'est la première fois donc qu'il est présenté en français. Et l'idée, c'est de parler des complexités qu'on rencontre en tant que journaliste quand on couvre le Covid-19. Alors, j'imagine que vous en conviendrez aisément, la question du coronavirus est une histoire incroyablement difficile à couvrir. Les questions de santé publique sont en elles-mêmes toujours problématiques à couvrir pour de multiples raisons, mais celle-là est plus particulièrement difficile à couvrir parce qu'il y a de fortes incertitudes en termes de dissémination, de contagion et de traitement possible. La tâche est donc ardue. Les rédactions doivent fournir des informations exactes, vérifiées, mises à jour et faciles à comprendre dans un environnement où les évolutions sont constantes et énormes du jour au lendemain. Pendant que nous partageons nos informations, nous devons donc en permanence garder à l'esprit comment éviter d'amplifier les mésinformations qui circulent à propos du virus, mais aussi comment éviter de répandre la peur et la panique chez les lecteurs. Comment pouvons-nous faire en sorte de considérer tous ces aspects en fait de façon équilibrée? Le webinaire d'aujourd'hui va se concentrer sur 3 aspects par lesquels les rédactions peuvent faire la différence à travers les choix qu'elles font, c'est-à-dire les titres, les images et les data visualisation, comprenant aussi les questions de cartographie. Alors, un petit point logistique pour répondre à la question de Nathalie tout à l'heure. Vous pouvez participer à la conversation d'aujourd'hui par le biais de la fonction chat ou de la fonction conversation, ça dépend de l'interface que vous avez sur votre Zoom. Donc, merci de faire vos commentaires en sélectionnant l'option tout le monde pour que tout le monde puisse voir vos questions et vos commentaires. Vous pouvez poser des questions à tout moment. Nous y répondrons plutôt à la fin de chaque partie, mais si jamais il y a des questions urgentes, ma collègue Bethane, par exemple, pendant que je présente, me le signalera et j'essaierai d'y répondre pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas à faire vos questions, soit maintenant, soit plus tard. S'il nous reste du temps à la fin, on prendra aussi le temps de répondre à quelques questions supplémentaires et on aimerait aussi avoir vos retours sur d'autres aspects dont on discutera à la fin. Donc n'hésitez pas à rester avec nous à ce moment-là. Et je voulais aussi vous signaler, toujours sur les aspects logistiques, qu'on est en train d'enregistrer ce webinaire. Voilà. Alors, pardon. Je vais commencer par me présenter rapidement et par présenter ma collègue qui vous parlera en deuxième partie de ce webinaire au sujet des cartes et des data visualisations. Donc moi, je m'appelle Marie Bonner, je suis responsable de projet chez First Draft. J'ai notamment coordonné notre projet Crosscheck en 2017 pendant les élections présidentielles françaises et plus récemment notre projet autour des élections municipales qui ont été largement envahis par les questions du Covid-19, comme vous pouvez vous en douter. Ma collègue Bethane John, ici présente, bonjour Bethane, est journaliste aussi chez First Draft. Elle est spécialisée dans les médias et réseaux sociaux et elle a aussi contribué à notre initiative sur les élections municipales françaises de 2020. Alors, First Draft, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation qui est née en 2015, en fait, d'un réseau informel qui, au départ, était constitué d'organisations de médias, de plateformes technologiques et d'universités. Entre-temps, First Draft est devenue une organisation qui soutient et informe la lutte contre le désordre informationnel. Donc, vous avez plus d'infos sur notre site que vous voyez ici. L'équipe de First Draft a créé un portail de ressources à destination des journalistes comprenant des guides, dont 2 en français, que vous trouverez sur la collecte et la vérification d'informations et sur le journalisme responsable à l'ère du désordre informationnel. Et là, en fait, ce portail que vous voyez ici sur cette slide, en fait, il permet d'accéder à des ressources spécifiques sur le Covid-19, mais aussi d'autres webinaires en anglais, en français ou dans d'autres langues. Donc, vous avez le lien ici, n'hésitez pas à y aller régulièrement parce qu'on le met à jour. Et il y a aussi, en fait, une base de données, des debunks et des fact-checks à travers le monde, cherchables grâce à des mots-clés. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, revenons à notre sujet du jour et commençons par la question des titres.
Alors, lorsqu'il s'agit des titres, en fait, le truc, c'est toujours de les écrire en gardant à l'esprit qu'il est fort possible que ce soit tout ce que le public verra de votre publication. Parce que ce sera souvent le cas, comme vous le savez. Beaucoup de lecteurs vont naviguer rapidement à travers les réseaux sociaux et ne liront pas ce qui se cache derrière votre titre. Le message que vous faites passer donc en ces quelques secondes compte vraiment. Quelle impression voulez-vous que vos titres laissent sur vos lecteurs? Alors, notre conseil principal par rapport à ça, à First Draft, c'est d'éviter un langage sensationnaliste et vecteur d'émotions fortes. Donc, par exemple, l'usage de mots comme mortel ou peur ou catastrophe, crise sans précédent, est déjà problématique et vecteur d'émotions en soi. Mais le fait, par exemple, de parler de mortalité supérieure d'une partie spécifique de la société comme les asthmatiques, est-ce que ça aide les lecteurs ou est-ce que ça génère une panique supplémentaire? La plupart des gens paniquent déjà de toute façon et la plupart des gens savent aussi que le problème est très sérieux. Donc, je dois vous signaler quand même que par rapport à la version anglophone de ce webinaire, quand j'ai cherché en fait des exemples de titres dans la presse française, j'ai pu constater que la plupart des titres allaient déjà dans le sens d'un comportement très responsable par rapport à ça, mais nous sommes partis du principe que revenir à ces fondamentaux était toujours utile. Donc, au vu des recommandations actuelles des épidémiologistes et des instances de santé, le message à faire passer est de ne pas céder à la panique. Donc, les médias ont une vraie responsabilité dans ce sens sur les questions de titres. On le sait, en fait, les agences officielles de santé et les épidémiologistes insistent sur le fait de garder son calme, de suivre des gestes simples, comme le fait de garder des distances, de se laver régulièrement les mains pour se protéger les autres, etc. Donc, voici par exemple des exemples de titres qui reprennent les informations et les consignes officielles avec des conseils concrets qui ne distillent pas de peur ou de panique et qui peuvent même être porteurs d'espoir dans cette période sombre. Un point qui reste à noter cependant par rapport à cette question-là, c'est le fait de savoir où en sont vos lecteurs en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'imagine vous pouvez voir par exemple à travers les commentaires sur vos propres médias. Si des gens parmi vos lecteurs pensent que le coronavirus n'est pas un sujet d'importance, il est au contraire de la responsabilité des médias de leur montrer qu'il s'agit là d'un problème très sérieux. Il est donc essentiel de réussir à se poser cette question: où en sont vos lecteurs à ce sujet? Quoi qu'il en soit, parler d'une situation sérieuse sera toujours mieux que d'utiliser des mots comme peur ou virus mortel, par exemple. Alors, un autre aspect à éviter autant que possible, c'est aussi celui des langages méprisants. Un faux traitement, par exemple, ou certaines mesures préventives peuvent vous sembler idiotes ou irrationnelles, mais le fait de s'en moquer ouvertement ou de juger les gens qui y croient peut aliéner les lecteurs et du coup générer un effet de retour de flamme qui peut saper la crédibilité même de vos propos par rapport aux lecteurs, en particulier quand on traite les questions de théorie du complot, par exemple. Donc, comme le vocabulaire sensationnaliste, les mots évoquant le mépris ou le dédain devraient, dans la mesure du possible, être évités. L'angoisse, on le sait, ressentie par la plupart des gens en ce moment, les rend plus poreux que jamais à la mésinformation, et c'est une réaction bien normale dans les temps que nous vivons en ce moment, surtout lorsque ces rumeurs sont répétées et amplifiées à l'envi sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, par exemple. Donc, nous, on part du principe que l'empathie, c'est vraiment une valeur clé dans le choix de vos titres. Nous recommandons aussi que les rédactions adaptent leurs titres en fonction des plateformes. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui ajoute en fait de la complexité au travail de journaliste, mais en même temps, il y a vraiment en fait un impact différent selon qu'on met un titre sur une plateforme sur laquelle le lecteur va tomber par hasard ou sur une plateforme sur laquelle le lecteur va tomber parce qu'il a fait une recherche spécifique. Il y a ainsi de fortes chances pour que les lecteurs tombent sur des titres par hasard lorsqu'ils le font par le biais de flux algorithmiques comme sur Twitter, Facebook ou Instagram par exemple. Donc là, on a un exemple de flux algorithmique de Twitter. Il est important en fait de garder à l'esprit d'éviter de répéter des éléments de rumeurs de titres sur ces plateformes pour éviter de les amplifier, même lorsqu'il s'agit de publier un fact-check de la rumeur en question. Donc par exemple, reprendre un titre sur une rumeur sous forme de question, c'est quand même participer à l'amplification de cette rumeur quand on parle de flux algorithmiques. Et utiliser les mots-clés, ça a le même effet. Mais
pour les lecteurs qui font des recherches sur des plateformes et qui du coup tombent sur les titres à travers une recherche qu'ils ont fait sur une plateforme, comme par exemple sur Google, sur YouTube ou sur Bing, la question de l'amplification est beaucoup moins centrale, puisqu'on peut partir du principe que si les lecteurs font des recherches au sujet d'une rumeur, ça implique qu'ils en ont déjà entendu parler et que donc du coup on n'est pas en train de participer à un phénomène d'amplification. Le but, là, plutôt, c'est d'essayer d'atteindre les lecteurs qui font des recherches sur la rumeur au moment où ils la font et d'essayer de leur fournir les bonnes réponses. Donc, de les confronter à nos contenus avant ceux des agents de désinformation ou des arnaqueurs en tout genre. Cela implique donc d'avoir fait mention de la rumeur ou au moins des mots-clés concernant cette rumeur dans votre titre sur ces plateformes-là. Voilà. Par exemple, si vous cherchez coronavirus 26 degrés ou coronavirus boisson chaude, en suivant la rumeur persistante de l'impact de la chaleur sur le virus, vous voyez ce qui sort sur Google. En fait, c'est intéressant en fait, de se rendre compte que le premier article qui ressort de Radio-Canada, c'est effectivement décrypteur, aucune boisson ne guérit le coronavirus. Donc, on a effectivement le fact-check qui arrive avant tout autre élément d'information. Pareil sur 26 degrés, là on voit que les premiers éléments qui ressortent sont effectivement les éléments qui permettent en fait de débunker cette rumeur. Alors, comment savoir en fait ce que les lecteurs cherchent sur Internet? Comment savoir où se nichent les vides informationnels? Parce que souvent, en fait, quand on fait un fact-check, par exemple, on peut dire oui, ben voilà, cette rumeur est fausse ou ce message est inexact, mais comment faire en sorte de donner en fait une information crédible à la place de cette rumeur une fois qu'on l'a débunkée? Comment détecter ces vides-là? On peut utiliser Google Trends. Les rumeurs en fait, qui demandent à être vérifiées de façon urgente parce qu'elles atteignent beaucoup de lecteurs, on peut les trouver ici. Alors, ça, c'est la page en fait, d'accueil de Google Trends. Google Trends, en fait, ça vous informe sur les recherches effectuées par les internautes dans votre pays et dans votre région, sur tout type de sujet, mais Google a créé en fait des pages spécifiques des sujets tendances autour du Covid-19 pour différents pays sur Trends. Donc là, par exemple, ça c'est une requête que j'ai faite il y a quelques jours. On peut voir qu'effectivement, pour la France, les questions d'attestation sont des choses qui ressortent en premier. Je pense que c'est important du coup de pouvoir trouver des réponses pour les lecteurs par rapport à ça. Vous y trouverez aussi des représentations graphiques intéressantes et utiles. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on fait les recherches sur Google, c'est effectivement toujours en partant du principe de l'empathie, de poser les questions sur Google qui sont les questions en fait que la plupart des gens se posent au sujet des rumeurs ou des mésinformations, des désinformations qui circulent. Ça permet effectivement de voir combien de fois la question a été posée ou quels sont les résultats qui correspondent à ça en termes du coup d'impact et de portée, mais aussi de voir si le sujet est déjà traité de manière responsable ou s'il y a encore un vide informationnel à combler à ce niveau-là. Alors, ça, c'était pour la question des titres. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie ou est-ce que je continue sur les images? Ok, bah, je vais continuer pour l'instant. Alors, sur l'usage des images. Alors, choisir la bonne photo, c'est une autre responsabilité qui revient aux rédactions. Tout comme les titres, en fait, les photos peuvent parfois avoir un impact fort en termes émotionnels sur les lecteurs. Pareil que les titres, lorsque les lecteurs ou les internautes naviguent rapidement sur les réseaux sociaux, c'est aussi le seul élément qu'ils vont voir. Donc, ne partez jamais du principe qu'effectivement l'article va être vu en entier et que du coup, la photo pourra être démentie, par exemple, par les propos de votre article. Alors, il y a beaucoup d'images comme celle-ci qui ont circulé récemment. Dans une ambiance déjà électrique où la plupart des lecteurs se sentent menacés, est-ce qu'il est vraiment utile de rajouter de la pression par l'usage de photos ou de vidéos de magasins vides ou pire encore de recyclage d'images de bagarres, par exemple, dans des supermarchés qui sont parfois complètement hors contexte? Il en va de même avec les images de combinaisons de protection récurrentes et parfois totalement hors contexte aussi.
quelle est l'information utile de cette image? Ça, c'est une question qu'il faut continuer à se poser, en particulier en temps de crise sanitaire. Est-ce qu'elle ne risque pas, en plus de la panique, en fait, d'encourager des comportements de racisme ou de discrimination, de stéréotypes, tout simplement, en fait, par les images qu'on véhicule? Cette image ou la précédente, en fait, renvoie le message d'un problème hors de contrôle à un moment où les lecteurs ont précisément besoin d'informations et d'informations qui leur permettent de redevenir acteurs de la situation et de se sentir utiles dans la crise. Donc, il y a des études qui montrent que si vous publiez un article sur des comportements sociaux problématiques, vous ne devriez pas utiliser des images qui montrent ces mêmes comportements, parce que ces images peuvent avoir un effet, un impact opposé à votre propos. Il est peut-être plus utile de trouver des images qui montrent les conséquences de ces comportements ou qui les mettent à distance d'une façon ou d'une autre. Alors, notre directrice chez First Draft, une de nos directrices chez First Draft, Claire Wardle, qui est spécialisée dans les questions de recherche, a mis l'accent, en fait, quand on a fait le webinaire en anglais, sur la nécessité de trouver des images positives, par exemple des images de gens qui gèrent la situation, plutôt que des images effrayantes comme celles d'allées de supermarchés vides ou de combinaisons intégrales de protection. Elle a cité par exemple dans le webinaire anglophone le stock d'images du magazine Self que vous voyez ici au sujet des vaccins et qui montre en fait des enfants et des docteurs souriants plutôt que des bébés qui hurlent par exemple, comme un exemple de la façon dont les journalistes peuvent recadrer l'imagerie autour d'un sujet. Il y a un vrai besoin d'images positives disponibles dans les stocks autour du Covid-19. Et du coup, moi, je me demandais, pour ceux qui participent au webinaire aujourd'hui, si vous aviez des suggestions justement de stocks d'images positives ou d'images positives à faire circuler autour du Covid-19. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre soit dans la boîte de chat aujourd'hui, à partager avec les autres, soit vous pouvez nous les envoyer à First Draft ensuite et on les mettra dans le mail qu'on fera à la fin de ce webinaire où on récapitulera tous les liens des différents exemples qu'on donne dans ce webinaire. Alors, encore une fois, anglophone, il y a un bel exemple aussi ici d'illustrations en fait, qui permettent du coup de parler en fait, à la fois des informations concernant le coronavirus, mais aussi des différentes attitudes à adopter par le biais d'illustrations qui sont beaucoup moins anxiogènes que la plupart des photos qu'on peut avoir en photothèque ou en stock. Et pareil, du coup, je me pose la question, si vous avez des illustrations de ce type-là que vous avez vues dans le monde francophone, pour nous, c'est très intéressant de voir ce que vous avez à partager là-dessus, ou si c'est vous-même des techniques que vous avez déjà employées. Donc, n'hésitez pas à les partager avec nous. Bethan, est-ce qu'il y a des éléments sur la boîte de chat qui sont intéressantes à ce... Oui, alors on vient d'avoir une question de Arwa Barkala. Merci beaucoup pour votre question. La question est, alors je voulais vous interpeller sur une pratique qui a posé problème du côté de CNN et BBC. Ces deux médias ont utilisé des images de la Turquie, point d'interrogation, et des personnes asiatiques portant des masques, ce qui est malheureux. Les articles ne concernaient pas ces pays. Voilà, c'est tout à fait le genre d'exemple problématique qui effectivement contribue en fait à générer des stéréotypes et à on va dire à faire grandir les questions de racisme et de recherche de boucs émissaires dans différents pays où on voit par exemple que dans certains pays, il y a eu un racisme anti-chinois qui s'est développé de manière assez prépondérante, alors que dans d'autres pays, il y a d'autres pays qui jettent l'opprobre sur le peuple musulman sur des questions de Covid-19 où on ne voit pas trop bien de toute façon le lien, où on ne le voit pas plus avec les Chinois d'ailleurs, hein, mais voilà, je pense qu'effectivement, c'est le genre de problème qui peut être engendré par l'utilisation d'images et auquel on ne pense pas forcément au moment même où on utilise ces images-là. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le lien avec ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus ou d'autres commentaires? Pour l'instant, non, mais continuez à les faire venir et vous en prie. Super. Alors, pour conclure là-dessus, en fait, on a un petit
une petite image qu'on a fabriquée qui nous permet en fait de répéter un peu quelques conseils pour écrire de façon plus responsable sur le Covid-19, même si je sais que vous posez déjà tous des questions, que vous êtes déjà tous très responsables dans votre manière d'écrire, mais ça vaut toujours le coup de s'en reposer encore quelques supplémentaires et d'avoir ce petit pense-bête. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, éviter le vocabulaire sensationnaliste qui pourrait faire monter le niveau de peur. Éviter les images de stock ou de photothèques qui nourrissent les stéréotypes ou qui peuvent causer la panique. Éviter de spéculer sur les scénarios du pire. On a eu des questions dans l'autre webinaire sur le fait que, y a par exemple des journalistes qui disent que c'est les lecteurs eux-mêmes qui demandent aux journalistes de spéculer, de faire des hypothèses sur la manière dont les choses vont se développer. Ça, c'est tout à fait compréhensible, mais du coup, c'est important dans l'article que vous allez faire d'expliquer les endroits où vous êtes en train de donner de l'information vérifiée et d'expliquer les moments où vous êtes en train de faire de la spéculation et sur quelles sources et quelles ressources vous vous basez pour faire ces spéculations-là. Donc ça, c'est effectivement pour cet aspect-là. Donner aux lecteurs des actions concrètes qu'ils peuvent mettre en pratique, donc d'une certaine façon, en fait, se faire l'écho des institutions de santé par rapport à ça. Diriger les lecteurs vers les sources officielles d'information, donc encore une fois se faire l'écho des sources officielles, même si du coup ça, quelque part ça met les journalistes dans une position où ils font passer le plat, on va dire, vers les institutions officielles, mais en même temps je pense que la situation l'exige. Savoir en fait quelles questions poser au sujet de la recherche, faire parler plus d'un expert au lieu de se concentrer sur la parole d'un seul expert. Se rappeler que toutes les rumeurs ne valent pas forcément le fait d'être couvertes en termes d'amplification et que lorsqu'on couvre une rumeur, l'idée c'est de mettre en avant les faits dans les titres et les tweets. Rendre les informations complexes, par exemple les niveaux de risque, plus lisibles. Éviter, et ça on en parlera tout à l'heure sur les questions de data visualisation et de cartographie, éviter les vocabulaires méprisants comme on en parlait tout à l'heure, trouver les questions que les lecteurs se posent, que les internautes se posent et y répondre, et aussi toujours inclure les sources des données, les dates et les contextes pour les cartes et les graphiques en particulier. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées entre-temps. Juste alors une question de Nicolas N1 qui nous demande alors si on peut partager ce visuel avec ses recommandations en citant First Draft sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Merci. Sans problème. Quelque chose d'autre? Pas pour l'instant, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ok. Eh ben, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Béthane au sujet des cartes et des data visualisation ou visualisation de données si on veut être parfaitement français. Je vous demande un tout petit instant le temps que j'arrête de partager mon écran et que Béthane commence à partager le sien. Et en attendant, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez continuer à le faire via le chat box. Alors, j'arrête de partager mon écran. Voilà. Je vais attendre quelques instants juste au cas où il y ait des questions sur la partie précédente. Parfait, mais je pense qu'on peut y aller. Attendez, il y a peut-être une question. Oui, alors c'est peut-être une question qui va venir plutôt sur les data visualisations ensuite de la part de Victoria Kwan sur comment s'assurer en fait que les data visualisations sont responsables quand l'information évolue en permanence. Ouais, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Oui, on va toucher dessus dans la partie qui suit. Mais c'est vrai que c'est une question très importante pour les data visualisations et voilà, il y a quelques façons dont on peut y répondre. Et ça dépend de, par exemple, si le graphique est statique. Dans ces cas-là, il faudrait mettre une date de façon très proéminente afin que le graphique ne soit pas mis hors sujet. Sans la date. Et puis sinon, une solution peut-être, ce serait d'utiliser des graphiques qui sont interactives et qui sont liés à une source de données qui est rafraîchie tous les jours ou
en tout cas de temps à autre. Et puis, je vais vous donner quelques exemples de ce genre de graphique, de ce genre de sources de données dans la présentation. Donc, merci. Donc, comme vous le savez, depuis le début de l'épidémie, la data visualisation et les cartes ont joué un rôle important dans la réaction des médias, des gouvernements, des membres de la société civile et aussi du grand public. Donc, pendant que le virus s'est propagé rapidement au cours de ces derniers mois, les cartes ont été utilisées pour pister l'épidémie, en apportant des informations en temps réel sur le nombre de cas confirmés en Chine d'abord, et puis ensuite autour du monde. Donc, quand les graphiques sont bien construits, ils peuvent apporter une image exacte de l'épidémie lors d'une période où les mésinformations se propagent aussi très rapidement. Donc, la data visualisation peut nous permettre et peut nous apporter de meilleures informations plutôt sur un sujet critique. Elle peut aussi nous permettre d'avoir des conversations plus construites en rendant ces informations plus accessibles, plus compréhensibles et plus stimulantes. Donc, le problème, c'est que les cartes et les données elles-mêmes peuvent être trompeuses, mal présentées et aussi mal interprétées. Donc, le problème qui se dresse devant nous en tant que journaliste, mais aussi en tant que membre du public, c'est que les cartes et les graphiques sont peuvent être très séduisants et très convaincants surtout. Il est à noter que des études montrent que le cerveau humain est plus enclin à croire une information qui lui est présentée d'une façon visuelle, et particulièrement quand celle-ci s'appuie de données et de chiffres. Donc, les créateurs de data visualisation doivent donc être conscients que l'on perd aussi le contrôle de ces créations une fois qu'elles sont mises en ligne. Donc, n'importe qui peut faire une capture d'écran très facilement et pour ensuite la partager sur les réseaux sociaux de façon modifiée ou non, soit sans contexte, soit avec un autre contexte. Donc, dans les cas de crise sanitaire comme le Covid-19, il y a aussi quelques caractéristiques spécifiques à retenir qui peuvent compliquer la data visualisation de données. Et je vais m'appuyer ici des recommandations d'Amanda McCulloch dans Fast Company. Donc, Amanda est la directrice d'opération à la Data Visualization Society et elle a également une formation en santé publique. Donc, elle est très bien placée. Alors, la première recommandation d'Amanda, c'est que les données que nous avons sur le nombre de cas sont très complexes. Donc, au cours des derniers mois, nous avons observé des fluctuations importantes du nombre de cas en raison de changements des paramètres de ce qui est déclaré comme un cas confirmé. Donc, ce qui est très important, c'est que sur un graphique donné, la définition des données qui sont utilisées soit cohérente et clairement expliquée, et que s'il y a des fluctuations dans le paramètre de comment ces données ont été comptabilisées, de le noter dans le graphique. Donc, dans cet exemple, on voit qu'il y a une ligne où ils ont marqué que la Chine a changé son système de collecte de données. Sa deuxième recommandation, c'est que le volume de données à notre portée semble être vertigineux, mais ce que nous savons avec certitude est assez limité. Donc, nous avons des données fiables sur le nombre de cas et le nombre de morts déclarés, ou à peu près fiables en tout cas, mais le nombre de cas déclarés ne représente évidemment pas la totalité des cas, loin de là. Donc, cela peut changer aussi selon les politiques de test de la population mises en place par chaque pays. Et les cas qui sont non détectés peuvent aussi entraîner un décalage inévitable dans les données, en fait dû aux personnes qui sont infectées par le virus mais qui n'ont ni subi de test, ni présenté aucun symptôme, tout simplement. Donc, dans vos visualisations, privilégiez les annotations et les références qui expliquent cette incertitude. Donc, comme dans ce graphique du journal du dimanche, où on voit que dans le sous-titre, ils ont marqué que, or, ce dernier paramètre dépend lui-même de la façon dont l'État a choisi de contrôler l'évolution de l'épidémie. Donc, déjà, au moins, il y a quelque chose là qui explique, qui donne un peu plus d'informations sur les données qui sont présentées. Troisièmement, le coronavirus aura un impact différent de pays en pays ou même de ville en ville et surtout sur des différents groupes démographiques. Nous devons bien sûr et nous pouvons tirer des leçons des expériences des pays qui sont à de différents stades de la lutte contre le virus. Mais les chiffres tels que les taux de mortalité
ou même les taux de mortalité estimés pour un pays ne doivent pas être extrapolés ou supposés généralisables à une population mondiale. Donc, rechercher les annotations qui spécifient quels groupes démographiques sont représentés dans toutes les data visualisations de cas ou de taux de létalité, ainsi que les annotations expliquant quand des mesures ont été prises qui pourraient influencer la propagation du virus. Donc, j'ai trouvé par exemple ce graphique du HuffPost, où on voit que l'auteur a décidé de montrer quand est-ce que des mesures de confinement ont été prises, comme la fermeture des écoles, le confinement de l'ensemble de l'Italie. Oui, c'est un graphique qui montre le nouveau de cas journaliers en Italie. Donc, ce graphique nous apporte encore plus d'informations et nous donne une meilleure idée de la situation, en fait. Voilà, donc je vais maintenant passer aux cartes et surtout aux cartes en trompeuses. Donc en fait, les cartographes qui ont toujours été confrontés à ce même dilemme, c'est comment projeter un objet tridimensionnel comme la Terre sur une surface bidimensionnelle. Donc ainsi, les cartes sont toujours une représentation de la réalité et elles doivent être prises comme telles. Derrière chaque carte se trouve une décision sur ce que l'auteur a choisi de prioriser, donc comme la forme ou les dimensions, etc. Donc, je vous donne ces deux exemples. Donc la carte de gauche représente un exemple qu'on peut considérer comme imparfait en comparaison de celle de droite qui utilise correctement un taux plutôt que la valeur absolue. Il y a très peu de règles d'or en cartographie, mais en voici une. Vous ne pouvez pas cartographier des totaux en utilisant la technique de carte choroplète, c'est-à-dire une carte thématique où les régions sont colorées ou remplies d'un motif qui montre une mesure statistique comme la densité de population. Donc, par exemple, dans celui-là, quand on regarde la carte de gauche, on a l'impression que la moitié de la Chine est très sévèrement atteinte, alors qu'en fait, quand on regarde la carte de droite qui montre le nombre de cas par 100 000 habitants, on voit que c'est surtout la province du Hubei qui est très touchée. Et j'en profite aussi maintenant pour dire quelque chose sur les couleurs, parce que le rouge est une couleur qui est favorisée par certains créateurs de data visualisation, ce qui est complètement compréhensible parce que c'est une couleur qui attire l'attention, qui crée un sentiment d'importance, mais aussi de danger et même peut-être une connotation de mortalité, ce qui est encore statistiquement improbable pour la plupart des personnes qui ont été ou seront atteintes du coronavirus, à ce qu'on sache. Donc il faut se poser la question, est-ce que cette couleur est vraiment nécessaire, vu qu'il est possible aussi de montrer la même différence en utilisant un schéma clair foncé pour refléter les mêmes données. Il y a aussi d'autres possibilités. On peut aussi, pourquoi pas, utiliser une carte de densité de points qui montre la même chose que les cartes précédentes, celle de gauche dans ce diapositive. Mais aussi, on peut ici utiliser une carte avec des symboles gradués ou même peut-être une plage de valeurs qui est liée à un ensemble de symboles d'une taille spécifique, comme à droite. Donc voici un cas célèbre dans le monde de la data visualisation. C'est une carte de 2011 qui montre les itinéraires de vol. Donc c'est ces lignes rouges qui sillonnent et entourent le globe et qui a été partagée dans le monde entier par certains internautes qui disaient que c'était ainsi que le virus s'était propagé. Donc voilà, ça montre à quel point c'est facile de faire une capture d'écran et de partager une carte ou un visuel complètement hors contexte. Voilà, donc maintenant, on aimerait vous présenter des exemples d'infographie responsables et des sources que nous trouvons utiles. Et, et nous partagerons ces liens avec vous à la fin du webinaire aussi. Alors, vous avez sans doute vu le site de Johns Hopkins University. C'est une excellente source pour pister l'épidémie et qui est composée d'informations venant de multiples sources fiables. Il utilise un système d'information géographique pour organiser, présenter et analyser les données spatiales et géographiques. Donc, même si cette carte utilise des couleurs qui pourraient être améliorées et que les représentations présentent parfois des bugs, elle reste l'une des plus fiables en termes de collecte de données de différentes sources officielles. Ensuite, on a le Corona Tracker, qui est géré par 460 bénévoles autour du monde.
allant des analystes de données, des professionnels de santé, des graphistes, des développeurs de logiciels et même aussi le grand public. Donc, il se sert de portail pour suivre les dernières nouveautés en matière de Covid-19, ainsi que pour collecter les données pour une analyse plus approfondie. Donc, en fait, le Corona Tracker utilise le traitement de langage naturel. Et c'est pour analyser les contenus tendanciels et identifier les sujets importants qui émergent sur diverses sources d'actualité, mais aussi sur les réseaux sociaux, qui sont ensuite vérifiés et analysés par l'équipe de Corona Tracker. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de graphiques intégrables que vous pouvez utiliser. Donc, Tableau et DataWrapper ont mis à la disposition de tous des outils gratuits pour couvrir l'épidémie. Donc, que ce soit des cartes ou des graphiques, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour montrer la progression du virus. Et vous pouvez ensuite intégrer ces graphiques sur votre site web ou même dans vos articles. Donc, dans le cas de DataWrapper, il suffit juste de traduire le titre et les sous-titres. Et c'est parti, c'est très simple, ça prend quelques minutes. Grâce à Tableau, vous pouvez aussi avoir accès à la source des données de Johns Hopkins University que vous pouvez télécharger et utiliser comme base de données vous-même. Donc, voilà, alors que les utilisateurs des réseaux sociaux cherchent, eux, à être rassurés, des cartes qui sont mal conçues ou mal représentées risquent d'aggraver certaines émotions, comme la peur, la panique, la colère, le racisme et la discrimination. Donc, en même temps, la responsabilité d'un visuel ne repose pas uniquement sur les épaules du créateur. Donc, les lecteurs ont également la responsabilité de lire attentivement avant de partager. Donc, ici, nous avons créé 5 questions à se poser pour lire les cartes, mais je pense qu'on peut aussi extrapoler ces questions au graphique en général. Donc, regardez tout ce qui se trouve autour du graphique lui-même, toujours, le titre, les descriptions, etc. C'est peut-être même la partie la plus importante du visuel et c'est là que se passe le journalisme après, parce que c'est là qu'on explique ce qu'on est en train de regarder. Regardez la source, est-elle fiable ou non? S'il n'y a pas de source, ne faites pas confiance, évidemment. Est-ce que c'est marqué d'où viennent les données? Quel est l'échantillon utilisé? Jetez un coup d'œil aux légendes. Quelles sont les définitions et les indicateurs affichés dans la visualisation des mesures? Les échelles sont-elles correctes? Les symboles correspondent-ils bien à la réalité de ce qui sont censés représenter? Et est-ce que les informations sont déformées d'une manière ou d'une autre? Et si c'est une carte, vous pouvez faire une recherche d'image inversée pour voir si la carte est apparue en ligne auparavant. Voilà, donc en tant que créateur de data visualisation, nous devons être prudents par rapport à ce que nous mettons en ligne. Nous devons nous poser la question, quelles sont les conséquences possibles de la publication de ce visuel? Risque-t-il d'être mal interprété? Et la question la plus évidente, c'est aussi, est-ce qu'un visuel est vraiment nécessaire pour transmettre cette information? Donc, juste pour finir, on aimerait partager avec vous aussi quelques ressources additionnelles. Donc, on a ces 2 articles en anglais de First Draft. Le premier se concentre sur comment couvrir l'épidémie et ralentir la propagation des mésinformations. Le deuxième se porte aussi sur les cartes trompeuses, avec des exemples du coronavirus et aussi les incendies en Australie il y a quelques mois. Et puis ensuite, en français, on vous propose 2 guides. Le premier sur le journalisme responsable dans une ère de désordre informationnel et un guide pour la collecte d'informations et la veille sur le web social que vous pouvez utiliser pour pister le coronavirus, mais aussi d'autres sujets. On peut justement ajouter au sujet de ces 2 guides qu'ils ont justement été écrits par nos 2 collègues qui ont préparé ce webinaire en anglais au départ, c'est-à-dire Carlotta Dotto et Victoria Kwan, qu'on remercie encore une fois. Merci. Voilà, et donc voici encore une fois le portail que nos collègues ont créé. Donc vous voyez le lien en haut à gauche, firstdraftnews.com/coronavirus. Et voilà, vous trouverez toutes ces ressources et bien plus pour couvrir l'épidémie. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. La boîte à conversation est ouverte.
Pas de questions pour l'instant. Et ben moi, j'ai une question pour vous potentiellement. Est-ce qu'il y a des sujets en fait par rapport à la question de la couverture du Covid-19 que vous souhaiteriez voir couverts dans un webinaire en français dans les temps qui viennent? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vous viennent à l'esprit, que ce soit sur les techniques d'investigation en ligne, comme les questions par exemple de vérification, de collecte d'informations, de veille du web social, ou que ce soit des questions plus thématiques? Est-ce qu'il y a des sujets plus particuliers sur lesquels vous seriez intéressé d'avoir des webinaires de First Draft en français? Un partage des meilleurs outils de chacun? Tout à fait. Alors nous, on a une toolbox, une boîte à outils sur le site de First Draft qu'on pourra ajouter si vous voulez en tant que lien à la fin dans le mail qu'on vous enverra ou dans lequel on récapitulera tous les liens et les points principaux de ce webinaire. Alors, une autre question. What else besides death and confirmed cases can we cover in data? Ça, c'est une question pour toi, Bethan. Qu'est-ce qu'on peut couvrir d'autre à part le nombre de morts et de cas confirmés quand on couvre des données en visualisation de données? Bah oui, enfin, c'est difficile parce qu'évidemment, à ce moment, dans l'épidémie, on n'a pas beaucoup de sources de données qui sont 100% fiables, à part le nombre de morts confirmés. Et là même aussi, ce n'est pas toujours fiable. Donc, ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est essayer de focaliser sur, par exemple, des exemples plus positifs, comme par exemple le nombre de guérisons, le nombre par exemple, les préparations dans les pays différents, les mesures qui ont été prises. Et puis, évidemment, si, avec une annotation qui explique si des données peuvent être un peu incomplètes, mais oui, donc on conseillerait d'essayer de trouver des sujets positifs comme ceci. Peut-être pour revenir aussi à la question de Nathalie sur le partage des meilleurs outils de chacun, on peut aussi organiser un webinaire plus sous forme de réunion ou de conversation ou de webinaire à plusieurs avec des invités comme toi, par exemple Nathalie, ou comme vous, mais comme toi, qui pourraient du coup contribuer aussi à cette conversation, à partager auprès des autres auditeurs qui écoutent. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, Nathalie, si on pourrait faire ça ensemble. J'ai un autre commentaire. Bonjour, en termes de sources fiables pour la France, santé publique, mais en ligne, à partir de l'affaire des cartos, stricto sensu pour la France. Ouais, ça c'est tout à fait intéressant. Merci Augustin pour ce commentaire. Alors, je vois qu'il y a un spectateur main levée. Alors, je vais vous permettre de parler si vous préférez parler, j'imagine, que d'écrire sur la chatbox. Donc, je vais vous permettre de parler, Sophie. Un instant. Allez-y, Sophie Pereira. Vous êtes en muet. Alors, je vais vous activer le son. Voilà. Normalement, vous pouvez parler. Oui, merci beaucoup. Non, en ce qui concerne la question sur les cas positifs, une idée pouvait être aussi de montrer peut-être les pays qui s'étaient mieux préparés, les pays où il n'y avait pas de cas. Excusez-moi, j'ai un chat qui crie derrière. Et voilà, là où il y avait eu le moins de cas, de quoi ça dépendait peut-être, de la préparation des pays ou non. Tout à fait, tout à fait. Une bonne ressource sur laquelle se baser aussi, tout à fait. Oui, et si vous avez des exemples de cartes ou d'infographies en français que vous trouvez particulièrement responsables et particulièrement utiles, n'hésitez pas à les partager aussi, ce serait vraiment super. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires encore? Alors, sinon, moi, j'ai une autre question pour vous aussi par rapport à des possibles futurs webinaires en français. Nous, on se pose la question, en fait, du côté anglophone de faire un webinaire relativement vite sur la question de comment les journalistes, en fait, qui couvrent les questions de désinformation et de mésinformation en ligne en permanence, en particulier autour du Covid-19, se retrouvent en fait avec potentiellement des
problèmes mentaux à gérer ou des problèmes de syndrome post-traumatique. Et du coup, on pensait proposer un webinaire autour de comment mieux se protéger, se protéger soi-même en tant que journaliste quand on couvre un sujet comme le Covid-19. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait représenter un intérêt pour vous? Alors, j'ai aussi un commentaire de Pedro Noël qui dit qu'avec l'Université d'Amsterdam, ils sont en train de travailler en fait sur une analyse de tendance du Covid-19 et qui vont la formuler sous forme d'infographie ou de data visualisation bientôt. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra partager aussi. Je ne sais pas, Pedro, est-ce que tu penses que ce sera fait avant cet après-midi ou la fin de la semaine? Par exemple, cette infographie consistera à parler, par exemple, des questions que les gens se posent à propos du Covid-19. Alors, il dit que ce sera probablement plutôt la semaine prochaine. Dans ce cas, si la question vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous, et on fera un partage de cette infographie une fois qu'elle sera faite. On la partagera, je pense, j'imagine aussi de toute façon sur nos réseaux sociaux à First Draft. Merci Pedro pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres retours? Alors, je voudrais vous faire remarquer qu'à cause de la mauvaise collecte de données de Google en Afrique, les infos coronavirus ont du mal à remonter. J'ai notamment remarqué que les données de Johns Hopkins n'étaient pas à jour, mais c'était sans doute une capture d'écran. Y a-t-il d'autres outils qui sont indépendants des données Google? Alors, Bethan, je te laisserai peut-être plutôt répondre là-dessus, si tu as les réponses. Ouais, non, mais c'est une très bonne question et une très bonne remarque. Oui, j'avoue, j'ai pas d'exemple à portée de main, mais je vais vous répondre tout de suite après ce webinaire et puis aussi consulter mes collègues à First Draft qui travaillent sur la collecte de données actuellement. Ouais, c'est vrai qu'on peut remarquer en fait que selon les moteurs de recherche et les données sont effectivement pas du tout la disponibilité des données déjà elle-même n'est pas forcément la même partout. La collecte des données, même des données officielles, n'est pas la même partout et n'est pas forcément faite de la même façon. Ce qui fait que de toute façon, quand on couvre le Covid-19 avec une ambition de couvrir au niveau international, on se retrouve avec des chiffres qui sont parfois difficiles à comparer de toute façon les uns aux autres. Mais effectivement, je n'ai pas moi non plus d'exemples spécifiques sur comment trouver de la donnée par rapport aux pays africains, mais on va essayer de se renseigner là-dessus et d'intégrer ça dans le mail de suivi qu'on vous fera passer. Merci pour cette question en tout cas, Arwa Arkala. Alors, je pense qu'on va clore ce webinaire, à moins qu'il y ait encore un commentaire ou une question. Peut-être, Bethan, si tu vas aller sur la slide suivante. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile. Merci Victoria pour les commentaires sur la chatbox. Nous vous enverrons un mail avec les ressources qu'on a partagées dans ce webinaire et en ajoutant effectivement les questions sur comment trouver des données plus fiables du côté africain. Si à l'avenir, vous vous posez des questions autour des flux de mésinformation et de désinformation autour du Covid-19 ou en général, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez trouver des réponses ou partager des pratiques et à consulter régulièrement notre site internet, particulièrement donc le portail sur le Covid-19 qui est mis à jour en permanence par nos collègues. Bonne fin de journée à toutes et tous et beaucoup de courage à vous et pour les semaines à venir. Voilà. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.